pour comprendre le parcours des patients, on peut dire un mot sur les différents types de neurologues qui peuvent être potentiellement impliqués dans la prise en charge de ce genre de patients. Donc, d'une part, il y a les neurologues libéraux qui exercent en ville. D'autre part, les neurologues qui exercent dans les centres hospitaliers standards. Il y a aussi ceux qui exercent comme moi en centre hospitalier universitaire, souvent affiliés à un centre de référence neuromusculaire. Et ensuite, ceux qui sont vraiment très spécialisés dans les neuropathies amyloïdes au sein du centre de référence national des neuropathies amyloïdes. Les patients que je vois me sont souvent adressés par des neurologues libéraux, par des praticiens de centres hospitaliers, parfois aussi par des médecins généralistes, mais c'est plus rare, pour rechercher le diagnostic devant une neuropathie atypique qui n'a pas fait la preuve de son diagnostic jusqu'à présent. Le cas le plus fréquent est une neuropathie dite axonale, c'est-à-dire avec une baisse de force et une baisse de sensibilité longueur dépendante, et qui progresse assez rapidement en quelques mois ou en un an ou deux, et qui inquiète donc le patient et son médecin. Parfois, on peut être amené aussi à avoir des tableaux plus atypiques, comme des neuropathies pseudo-inflammatoires, avec à l'électromyogramme des anomalies qui peuvent nous orienter faussement vers une inflammation de la myéline. Il peut y avoir aussi des tableaux dits de neuronopathie sensitive, où l'atteinte est exclusivement sensitive au départ, ou des tableaux qui ressemblent à une sclérose latérale amyotrophique, donc une atteinte exclusivement motrice. Donc, c'est des tableaux connus, même s'ils sont plus rares que la neuropathie axonale rapidement évolutive, ça peut arriver, surtout au début, ça peut égarer le diagnostic. La première étape du bilan fait appel à une prise de sang un peu large pour rechercher les causes les plus fréquentes de neuropathie, que sont notamment la prise d'alcool, le diabète, l'insuffisance rénale. Le plus souvent, les patients ont déjà eu ce bilan, mais on peut le compléter si ce n'est pas le cas. Ensuite, le bilan va être un peu plus dur à faire car il va nécessiter souvent une hospitalisation pour des examens plus invasifs, type une ponction lombaire, un scanner, une biopsie gland salivaire accessoire, des tests génétiques ou des prises de sang un peu plus complexes. C'est à ce moment-là aussi que se pose la question du test génétique. Auparavant, on avait tendance à faire le test génétique du gène de la transthyrétine seulement après une durée d'évolution assez longue, lorsqu'on avait notamment retrouvé des dépôts amyloïdes dans diverses biopsies, comme la biopsie gland salivaire accessoire. Et une des questions posées récemment est: est-ce qu'on doit faire cette analyse génétique plus tôt, car c'est finalement l'analyse cruciale pour déterminer si les patients ont ou non une neuropathie amyloïde. Justement, une étude mise en place par le Centre de référence national vient de se terminer récemment, l'étude Addition, et devrait nous aider à trouver la place du test génétique. Est-ce qu'on doit le faire dès le début du bilan de deuxième ligne ou attendre d'avoir plus de données? Donc mon rôle va être de déterminer quels examens de deuxième ligne sont nécessaires et de les coordonner face à la demande du praticien qui m'adresse le patient. Il y a plusieurs types de neurologues. Chacun peut avoir son rôle à jouer selon ses possibilités, selon son implication aussi. Certains aiment bien le domaine et vont avoir plus tendance à s'impliquer que d'autres. Certains de mes collègues neurologues en centre hospitalier périphérique jouent le rôle de neurologue référent et peuvent ensuite envoyer simplement pour avis de temps en temps le patient soit à moi, soit au centre de référence nationale. Certains patients sont suivis en priorité au CHU, au contraire, mais ils peuvent revoir quand même de temps en temps le neurologue libéral qu'ils ont vu au départ ou le neurologue périphérique, ou aussi avoir un avis auprès du centre de référence nationale, soit en personne, soit lors des téléréunions qui existent depuis quelques années et qui permettent assez facilement d'avoir un avis du centre de référence national et de discuter entre plusieurs neurologues intéressés par le domaine de l'amylose. Généralement, il y a quand même un neurologue référent, souvent hospitalier, mais pas forcément toujours, qui va coordonner la prise en charge, surtout que le début du traitement est souvent hospitalier. Et ensuite, ce neurologue peut céder des compétences d'autres neurologues et aussi d'autres praticiens non neurologues. Et il y a besoin aussi d'un suivi cardiologique rapproché, d'un suivi néphrologique et ophtalmologique, et besoin aussi des compétences extra-médicales des infirmiers pour l'administration des traitements, des diététiciens, des paramédicaux. Et enfin, l'association de patients, notamment une association de patients assez active dans ce domaine-là, dans le domaine de l'amylose, et qui nous aide en nous donnant des livrets explicatifs qu'on transmet aux patients, en animant les réseaux sociaux, en faisant un site internet qui est aussi important pour les patients, pour qu'ils puissent se renseigner sur la nature de la maladie, la nature des traitements, et mieux comprendre et mieux se les approprier.